À Grille de Maintour, nous sommes toujours au cœur du marché de gros de Lyon-Corbas. On l'a vu avec cette première table ronde, cette nécessité de coordonner finalement nos compétences, agriculture, logistique, distribution, pertinence, mais on se veut vertueux dans notre société. Être éco-responsable aujourd'hui, c'est plus qu'un engagement, ce sont quasiment des réflexes que nous avons programmés. Christian, c'est quelque chose qui s'est bien mis en place ici, hein. La sélection, le tri des déchets, une démarche bien organisée au sein du marché de gros déjà. Oui, alors réflexes programmés, mais nous, ils sont en application depuis 13 ans maintenant, donc voilà. En fait, on les a programmés il y a plus de 15 ans. Puisque sur ce site, pour vous donner une idée, il n'y a pas une goutte d'eau qui est utilisée pour le nettoyer. Donc c'est une réflexion de fond qui a été menée. Et comment éviter de nettoyer des déchets avec de l'eau? C'est tout simplement de ne pas faire de déchets ou d'en faire le moins possible. C'est bête comme chou, mais voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à un taux de tri de 77% précisément pour 2020. Notre taux de tri oscille donc entre 75 et il est monté jusqu'à 80%. Donc nous sommes déjà dans une forme d'excellence et le tri, c'est du tri bois. Voilà ce que j'ai C'est du tri carton. Très bien. C'est du tri plastique. C'est du tri biodéchets. Tout est fait ici pour que les opérateurs qui trient, leur coût lié à ces déchets soit réduit au maximum. Par contre, à l'inverse, ceux qui ne trient pas payent pour ceux qui trient, quelque part, mais c'est normal. Donc on est vraiment, nous, dans cette démarche plus que vertueuse, puisque lorsque nous étions sur l'ancien marché, nous générions quasiment 6 000 tonnes de déchets. Aujourd'hui, nous en générons à peine 3 000, dont seulement 2 000 pour les opérateurs du marché. Okay. Ce qui veut dire que sur ces 2000 tonnes de déchets générés de tout produit, puisque je l'ai dit, c'est carton, c'est bois. Donc on suit au mois le mois nos déchets, notre évolution de déchets. On a à peine 50% de produits végétaux. Donc ça veut dire aux alentours de 800 tonnes à peu près nous générons. Pour ceux qui seraient un petit peu outrés de la quantité, 800 tonnes c'est énorme. Mais 800 tonnes sur 300 000 tonnes, je pense que la ménagère qui coupe les deux côtés de sa courgette avant de la faire cuire, elle en gaspille plus que nous. Donc vraiment, voilà, ce qui n'est pas commercialisé et qui part, on le verra après dans différentes filières, c'est tout simplement que le produit est impropre à la consommation, puisqu'ici, nous sommes un lieu qui est fait pour tout vendre. Sauf, bien évidemment, ce qui n'est pas propre à la consommation. Donc ce sont uniquement ce genre de produits qui partent. Avant d'en arriver à ce stade-là, on travaille avec bien évidemment des organismes caritatifs. Voilà, on épuise tout le panel de solutions possibles avant d'en arriver au stade ultime. Et ce stade ultime aujourd'hui, concernant les produits végétaux, était l'enfouissement. Mais nous sommes en train de plus que de réfléchir, puisque je pense que d'ici un mois ou deux, on passera le pas de pouvoir utiliser ces produits en les envoyant vers la méthanisation. Oui, la méthanisation, justement, c'est un mot aujourd'hui, je veux dire presque à la mode. Laurent Rivollet de GRDF nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour. On l'évoquera avec Stéphane qui est à côté de toi pour parler finalement aussi du revenu agricole. Mais la méthanisation, important parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie valorisation. On l'évoquait avec Christian lorsque il fallait historiquement enfouir finalement nos déchets. Aujourd'hui, on peut les valoriser. On peut produire du gaz ou de l'électricité. Oui, effectivement. Le gros intérêt de la méthanisation par rapport aux autres voies de valorisation, c'est qu'on a les deux formes de valorisation, à la fois la valorisation énergétique et la valorisation matière. Ouais. Alors que si vous l'enfouissez, vous pouvez avoir un peu de valorisation énergétique, incinérer pareil, et si vous faites du compostage, vous n'avez que la valorisation matière. Et c'est pour ça que c'est une filière relativement jeune, la méthanisation. Alors moi, GRDF, nous, on est plutôt en soutien de la méthanisation en injection dans les réseaux de gaz. Oui. Cette filière, elle est née, les premiers tarifs sont publiés fin 2011. Et là, on a déjà plus de 300 sites qui injectent en France du biométhane dans les réseaux de gaz. 80% de ces sites sont des sites agricoles. Donc on voit que c'est un levier qui a été pris par l'agriculture. Et souvent, pourquoi l'agriculteur fait ça ? Parce qu'il va produire de l'énergie renouvelable, donc il y voit un intérêt parce que ça lui amène un revenu. Et ce revenu, c'est souvent essentiel pour lui,
puisque ça permet d'avoir un revenu stabilisé pendant 15 ans. Là où les matières agricoles sont souvent très variables dans le temps. Mais aussi, ce qui l'intéresse, et ça revient à la deuxième voie de valorisation, c'est la valorisation matière. C'est-à-dire que c'est de la matière organique qu'il va pouvoir remettre dans ses champs une fois que le procédé de méthanisation a été fait. Le digestat peut revenir au champ, il va amener de la matière organique, mais aussi c'est un fertilisant, puisque la réaction biologique qui se déroule dans le méthaniseur va minéraliser l'azote, et du coup ça devient un vrai fertilisant en substitution de ces engrais. Donc ça peut être, c'est un gros soutien, puisqu'il va faire des économies à la fois sur l'engrais, sur les produits qui lui permettent de nourrir son sol. Voilà. Finalement, un partenariat là, avec le monde agricole et une fois de plus le marché de gros de Lyon-Corbas pour valoriser ces déchets, ça donne du sens, là encore, finalement, sur l'ensemble de la filière, qui jusqu'alors, finalement, on est à 100% là, Christian. Oui, totalement, mais sur ce sujet-là qui est un aboutissement, parce que en ce qui nous concerne, on parle de 800 tonnes, donc on est vraiment quelque part dans l'aboutissement, dans le Graal de notre projet. Totalement, oui. Puisque déjà de réduire de moitié des déchets, monter un taux de tri aussi haut, on l'a vu l'implication au niveau régional de la production, de la distribution. On tape dans les derniers centimètres. On n'est pas dans le dernier kilomètre, là, on est dans le dernier centimètre. Et ça nous paraissait naturel, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis le départ. Et même aujourd'hui, dans la gestion de nos espaces verts, on est sur des produits bio, entre autres. Voilà. Stéphane, c'est un retour aux sources. C'est magnifique de se dire on peut livrer, travailler avec le marché de gros, et puis finalement on se fait relivrer à la finale, parce que si agriculteur, en tout cas, on a installé, je dirais, un support de méthanisation, on peut finalement rentabiliser. C'est un flux vertueux là. C'est de l'économie circulaire sur un territoire. De l'économie circulaire. Voilà, et les agriculteurs sont évidemment, les méthaniseurs sont évidemment parfois très, très ouverts et très en recherche de compléments pour alimenter leurs méthaniseurs. Et bon, je pense que c'est l'occasion de souligner à quel point les agriculteurs se sont saisis aujourd'hui de cette question de l'éco-responsabilité, des éco-transitions. La méthanisation à la ferme, comme on l'a vu hier, en est un exemple, en est une illustration. Mais je pense que ce marché de gros en est une autre, parce que le sujet premier qu'ont à traiter les agriculteurs, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et c'est l'amélioration de leur bilan carbone. Et quand on met en commun des moyens pour regrouper l'offre sur un site comme celui-ci, j'ai la conviction qu'on est beaucoup plus vertueux en termes d'efficacité carbone que lorsqu'on va, comme ça a été dit tout à l'heure, chacun avec sa camionnette essayer de vendre sa production. Finalement, la pierre d'achoppement, le caillou dans la chaussure des circuits courts, c'est probablement effectivement ce bilan carbone qui parfois peut être quand même un peu compliqué à justifier. Et cet exemple-là, où on regroupe finalement dans un seul lieu, on met en commun ses moyens, on met en commun son offre, est aussi à mettre au crédit des efforts que font les agriculteurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors justement, économie circulaire, valorisation des déchets, côté co-farming, Jean-Baptiste, ça doit là forcément susciter des vocations, des réflexions à plus d'un titre. Oui, alors je pense que tu fais allusion avec l'initiative des agriculteurs en du cœur. Exactement. Voilà. Alors, et ce qu'il faut que je replace un peu dans le contexte, c'est que avec des membres du co-farming, on a fait une action supplémentaire. Donc, on a créé une association qui s'appelle les agriculteurs en du cœur, qui a vocation de mettre en lumière des belles actions solidaires et humanistes du monde agricole, pour toujours travailler l'image du monde agricole. Et en plus, on est entré dans une phase très RSE, et en fait l'agriculture a plein de belles choses à cocher en fait dans ces cases RSE, mais ne le valorise pas forcément très bien. Et c'est vrai qu'on met en avant justement des initiatives beaucoup par rapport aux dons, en travaillant avec Solal, qui est une association qui est déjà connue dans le monde agricole pour collecter justement les invendus, les déchets, et pour alimenter après des associations comme les banques alimentaires Restos du Cœur. Nous, on travaille avec eux et on mène des actions pour essayer des fois, on provoque des connexions qui se font pas, et on essaye de faire briller tout ça. Et par exemple, là, au sommet de l'élevage, on va signer plusieurs partenariats, ou encourager des signatures de partenariats avec différentes structures, tant sur le don alimentaire. Il y aura une journée du don, il y aura des internationales de rugby qui vont venir, on va faire une petite fiesta sur le sommet pour montrer tout ça, faire briller tout ça. On travaille aussi avec une épicerie solidaire
qui a été monté par la Banque alimentaire, qui en fait, il y a 3 ans, il y avait déjà des problèmes avec les étudiants qui gagnaient pas, enfin voilà, qui étaient un peu en galère et qui cherchent à se connecter avec des producteurs ou en tout cas des distributeurs de produits pour justement amener des produits dans l'épicerie. Ils sont en recherche de produits frais d'ailleurs, qui est plutôt un peu une galère. Et c'est une galère parce que des fois ils en ont trop et ils en ont trop difficile à écouler et on se dit il faudrait pouvoir les retransformer pour que ça dure un peu, et des fois il en manque tout court. Et nous on aimerait bien rajouter quelque chose de solidaire dans l'économie circulaire qui est hyper important, c'est la notion d'emploi et de connecter un peu tout ça. Et imaginons dans cet exemple bien précis de mon épicerie solidaire, se dire on a des emplois solidaires, c'est-à-dire que l'étudiant vient chercher demain son panier repas avec complété de fruits, de produits frais, et repart avec un job d'été chez ces mêmes producteurs qui, a priori, vont embaucher à un moment ou à un autre. Et la notion d'emploi, et nous, on avait... Alors, je reprends une autre casquette qui est ma start-up qui s'appelle Wheezy Farm, à la base, l'année dernière, on avait initié, avec la fermeture des frontières, un mouvement qui était des bras pour ton assiette. Et de se dire que pour manger, il faut qu'il y ait quand même des choses qui se passent sur le terrain. Il faut des travailleurs en fait qui viennent sur les exploitations et qu'on soit bien conscient que tout ça doit se connecter. Et c'est important, à mon avis, justement, de faire le lien avec l'emploi et de se dire que des consommateurs se projettent sur l'idée de on peut venir bosser dans l'agriculture. Il y a plein de problèmes d'emploi. On ne va pas créer les gens qui n'existent pas, mais il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est des métiers où ils peuvent aller bosser et continuer à faire tourner tout ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Laurent? Oui, je voulais réagir par rapport au volet RSE. C'est vrai que moi j'ai découvert l'agriculture il y a 5 ans quand on a commencé à accompagner le développement du biométhane. Et je suis plutôt impressionné par les agriculteurs et leurs réflexions qu'ils ont globalement. Et on voit de plus en plus d'agriculteurs. Moi, c'est vrai que c'est plutôt les agriculteurs qu'on accompagne sur la réflexion méthanisation qui réfléchissent ça parce que justement ils sont conscients de leur empreinte carbone, qu'ils veulent la réduire. Ils ont aussi des réflexions autour de leur terre, de comment je peux enrichir ma terre dans des logiques d'agriculture de conservation, ce qu'on appelle agroécologie. Enfin, voilà, on voit qu'il y a vraiment une grande sensibilité du monde agricole sur ces sujets-là de RSE. Et moi, ce qui dans mon activité de soutien à la méthanisation, ce que je trouve intéressant, c'est que la méta est aussi une brique pour eux pour aller sur cette voie-là, à la fois en produisant de l'énergie renouvelable, mais aussi en amenant ce digestat. Voilà. Stéphane, tu veux réagir également? Non, je voulais aussi souligner, parce qu'on a évoqué le taux de recyclage important qui était mis en œuvre sur ce marché, les efforts aussi collectifs qu'ont fait les agriculteurs dans la collecte et le recyclage de leurs déchets sur les exploitations. Efforts collectifs, on y revient toujours, hein, on ne fait rien finalement. Quand on est tout seul, on a besoin des autres. Par la construction de la filière Adivalor, qui permet aux agriculteurs d'évacuer les déchets produits sur leurs exploitations et qui a aussi des taux de collecte et de recyclage qui sont absolument importants et qui permettent d'avoir là aussi une économie circulaire, une deuxième vie aux déchets plastiques, bois et autres produits sur les exploitations agricoles. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de le souligner. Christian, on l'évoquait là, et je trouve que dans l'intervention de Laurent et Stéphane, c'est important. Il y a une démarche aussi solidaire qui est importante parce que tu l'évoquais, hein, savoir, je dirais, recycler, c'est savoir aussi trier. Et bien trier, c'est forcément valoriser aussi des produits qui peuvent repartir en démarche solidaire. Oui, mais je ne peux quand même m'empêcher de revenir sur les propos de notre ami. Je souhaite longue vie à son programme qui consiste des mains pour les paniers, parce que c'est vrai. Des bras pour ton assiette. Des bras, voilà, c'est vrai. Des bras pour ton assiette. Des bras, il y a des mains. Parce qu'il ne faut pas que ça reste simplement quelque chose de vertueux, seulement intellectuel, mais il faut vraiment que ça soit concret. Parce que c'est quelque part aujourd'hui cette vertuosité est un petit peu l'antithèse de ce qui se pratique ici. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le concret, je ne parle pas de ton programme, hein, mais notre société, c'est vrai, se veut vertueuse, mais elle oublie qu'il y a la réalité de tous les jours, et on peut être vertueux dans la réalité de tous les jours. Mais il ne faut pas juste se contenter de vouloir faire mieux, il faut faire mieux. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on s'est donné les moyens. Ce marché, c'est 40 millions d'investissements privés par des opérateurs qui se sont dit dans la filière, on a une place à jouer. Donc on va faire en sorte de nettoyer, de produire moins de déchets, de nettoyer, parce que si nous sommes majoritairement, puisque sur les 300 000 tonnes, ici, il en est commercialisé à peu près une quinzaine de milliers. Si nous avons investi dans cette filière, c'est pour avoir un outil qui coûte le moins cher possible, pour que justement nous soyons un élément
un maillon de cette filière et non pas quelque chose de perçu comme un prédateur ou quelqu'un qui prendrait une marge qui ne lui appartient pas. On apporte réellement un service. Et la virtuosité, c'est aussi ça. C'est concrètement amener un service, amener une plus-value. Et automatiquement, si on amène une plus-value, on amène de la valeur. Et ensuite, la valeur, on la partage. Voilà. Excuse-moi, ce petit passage peut être légèrement décalé, mais aujourd'hui, on a trop souvent tendance à vouloir partager bien d'autrui. Laissons déjà autrui faire de créer de la valeur, et ensuite, on la partagera, cette valeur. Nous, on n'est pas contre, mais au moins qu'on nous laisse la créer. Bien sûr. Justement, Thomas, on va évoquer l'assiette. Côté restaurant, travailler d'une manière éco-responsable, des vrais engagements qui sont ancrés depuis déjà une belle décennie. Comment ça se passe chez toi? Alors, chez moi, tout simplement, rien ne se jette, tout se réutilise. C'est bien. Comme beaucoup de gens pensent que dès qu'on a un fruit qui est, comme ils diraient nos consommateurs, il est pourri, je le jette. Non, au contraire, on peut le réutiliser pour faire des desserts, de la confiture ou autre. Et comme je dis souvent à mes employés, quand vous faites des légumes, vous prenez, admettons, une carotte, un truc tout bête, une carotte, une courgette, n'importe quoi, au lieu de ou les pommes de terre principalement, au lieu de jeter les épluchures, comme beaucoup de gens font, non, gardez-les et faites de la friture. Et quand j'ai de la friture, ça veut dire on peut les réutiliser pour faire des chips en apéritif. Et la friture, on en fait quoi après, justement? Et on la recycle. On la recycle, tout simplement. Et ça finit en carburant. Exact. On fait en sorte de rien jeter, de tout réutiliser. Ouais. Ça, c'est important. C'est le but de la manœuvre. Ouais. On l'évoquait, on voit bien ce schéma vertueux. Stéphane, c'est important parce qu'on voit que le produit agricole, finalement, aujourd'hui, le schéma, il est quasiment même au-delà de 100%. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis ça sert à rien finalement, ça servirait à rien que les agriculteurs fassent des efforts si ces efforts n'étaient pas aussi valorisés et amplifiés dans les différents maillons de la chaîne alimentaire. Et de dire que voilà ce que je décrivais comme préoccupation qu'aujourd'hui les agriculteurs dans le recyclage de leurs déchets, dans l'amélioration de leur bilan carbone, finalement ça trouve une déclinaison et une poursuite, une continuité dans toute la chaîne alimentaire, ici, sur le marché de gros, où finalement on est animé par le même esprit, et puis chez nos amis restaurateurs, enfin tous les échelons de la consommation. Donc c'est important que ce soit finalement l'ensemble de la chaîne alimentaire qui soit perçu comme étant préoccupée et vertueuse des éco-transitions, et pas simplement des maillons séparés, parce que les efforts se perdraient finalement au fil du temps. Alors, Thierry, toi qui es agriculteur, tu nous as rejoint, Thomas nous a quittés. On évoque cette démarche éco-responsable. Ça t'enchante? Oui, ça m'enchante. Oui, il y a forcément un effort à faire en tant qu'agriculteur et en tant que, toute la filière a quelque chose à faire pour faire progresser aussi l'image et puis la réalité des marchés, la demande des consommateurs. Donc forcément, c'est un plus. Après, c'est toujours une difficulté en plus aussi dans l'organisation, dans la logistique, dans le fonctionnement et atteindre la perfection est toujours délicat, quoi. Donc c'est toujours. Il faut engager des actions, il faut communiquer. Tu as aujourd'hui incontournable sur les chaînes YouTube et autres réseaux sociaux, des tracteurs qui font des kilomètres, des livres qui évoquent l'agriculture est vouée à ça. Hein. C'est pas que du champ à l'assiette. Il y a aussi nourrir les esprits, informer, éduquer. Il y a une pédagogie sans cesse au quotidien. On peut pas éduquer, qu'il a dit. On peut répéter les messages. Ouais, mais on peut éduquer quand même un peu, quand même, quand on est du monde de l'agriculture. C'est vrai que le message m'a choqué, la parole m'a choqué un peu parce que c'est dire qu'on peut pas éduquer, c'est certainement hyper compliqué. Maintenant, on peut pas s'interdire non plus d'essayer de le faire. Et je pense que c'est une obligation de peut-être rabâcher, de peut-être trouver d'autres moyens d'expliquer. Alors ça se fait parfois sous forme d'ateliers solidaires ou de choses comme ça. Moi j'en vois beaucoup. Je suis dans une commune qui est plutôt verte et qui a tendance à essayer avec un plan d'alimentation territoriale de jouer sur toute la carte j'allais dire du producteur à l'utilisateur avec tous les autres échelons. Et c'est vrai que de réexpliquer à des personnes qui peuvent acheter des légumes frais et faire une soupe eux-mêmes plutôt que de l'acheter en briques, ça peut être une base aussi.
Et pour parler aussi d'économie, c'est vrai que par rapport à un produit transformé, manger sainement et avec des bons produits ne coûte pas forcément plus cher si on veut s'en donner un peu la peine, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est loin d'être acquis et on voit disparaître au fur et à mesure. Bon, il faut continuer à essayer de l'expliquer, quoi. Quelque part, on se rejoint totalement là maintenant, parce que tu es bien parti de l'éducation pour arriver à expliquer. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas expliquer. J'ai juste dit que si on part du principe, toi, moi, qu'on va éduquer quelqu'un, c'est une erreur. Donc, on est bien d'accord. C'était le temps imparti pour l'expliquer était beaucoup trop court, mais parce que pour éduquer, tu sais, moi je suis président de la commission de communication, on a 11 millions pour expliquer aux gens. Aujourd'hui, lorsqu'une enseigne fait une campagne de communication, c'est 10 millions pour un produit momentané. Par contre, sur du local, en effet, on peut expliquer à lorsqu'il y a peu de personnes, on peut expliquer. Mais je voulais juste dire que se dire on va éduquer, non, c'est pas possible. Par contre, expliquer, et c'est notre combat quotidien, parce qu'on fait la même chose que toi, et là, on est totalement en phase. Mais c'est de la redondance, Donc on se rejoint aussi. Dès qu'on lâche prise, les mauvaises habitudes reviennent, parce que c'est ainsi fait. Malgré tout, on a pu constater quand même, notamment pendant cette période Covid, que les effets de la communication qui ont été mis en place depuis 2 ans sur une redondance, sur un positionnement pendant plus de 10 mois sur 12, a fait en sorte que 2020 a été pour la première fois une année où la consommation des fruits et légumes a augmenté de 6,5%. Alors que dans les 10 dernières années, ça n'a pas été fait, mais il faut rester attentif, agressif, parce que déjà la tendance a rebaissé. Donc, et pourtant c'est une cause mondiale, puisque cette année a été décrétée année mondiale internationale des fruits et légumes. Donc voilà, et c'est un combat qui nous anime tous, je pense. Laurent, un petit mot. Oui, non, mais je suis peut-être un éternel optimiste, mais que ça soit sur la nourriture, enfin moi je vois, alors là je suis pas un expert, mais c'est plutôt au quotidien, de plus en plus de gens faire à manger eux-mêmes, etc. Et je trouve ça plutôt bien. Mais si par contre je fais le parallèle avec les déchets, puisque là c'est plus mon domaine et ce qui m'intéresse, on voit qu'il y a de plus en plus d'actions autour du recyclage des biodéchets. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'initiative que le marché de gros a mis en place. On voit de plus en plus de gros restaurateurs le faire. Enfin, il y a des actions de plus en plus importantes là-dessus. Les tonnages qui vont justement en méthanisation croissent chaque année. Donc, il y a une vraie filière qui se développe. En plus, une filière française qui génère des emplois en France et voilà, donc, et qui produit de l'énergie en France en substituant à des énergies importées. Et maintenant, on voit les collectivités tout doucement se lancer et le particulier. Bon, là, dans la région, par exemple, on peut saluer l'effort de Grenoble qui avait déjà lancé de la collecte sélective sur les ménages et qui maintenant réfléchit sur une unité, fait des études pour faire une unité de méthanisation pour méthaniser ces déchets. Il y avait Voiron qui composte, mais c'est bien aussi depuis au moins une dizaine d'années. La métropole de Lyon qui lance un test sur la collecte sélective. Donc on voit qu'il y a quand même une démarche globale vers une réflexion vertueuse autour de la matière organique, des fruits et légumes, du recyclage. Voilà. Stéphane, pour finir, on voit bien que cette valorisation des déchets, elle enflamme au-delà des esprits notre économie, parce que vendre, on le voit ici, ça déploie quand même beaucoup de compétences et de moyens. Valoriser les déchets, c'est une économie bien ancrée et qui va se développer dans les années à venir, vertueuse, nécessaire, quels que soient les adjectifs qualificatifs qui après amèneront finalement à calibrer toutes les actions. On est tous engagés pour finalement être vertueux, passionnés et puis redonner à la Terre ce qu'elle nous a confié. Oui, c'est un sujet fondamental pour les générations les années qui viennent, parce que la production de déchets, d'une manière générale, dans une société où la population ne cesse d'augmenter, elle est en inflation permanente. Et je pense que ceux qui ont voyagé dans le monde ont pu s'apercevoir que le sujet était encore beaucoup plus prégnant dans d'autres régions que finalement chez nous, où on a développé des filières et une économie autour de ça qui fait qu'on est plutôt bien parti, mais enfin ça reste un sujet important dont une des clés aussi consiste dans la réduction des déchets, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que
sur tout ce qui est organique, c'est la limitation du gaspillage. Enfin, c'est quelque chose qui, du champ à l'assiette, pour le coup, concerne tout le monde aussi. C'est-à-dire déjà commencer par en produire le moins possible, et ensuite dans les modes de conditionnement, de transport, de choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose que on voit bien qu'en quelques décennies, l'économie du déchet est quelque chose qui a pris une place importante dans nos sociétés. Eh ben, écoute, Thierry, le tracteur n'a pas fini de tourner, crois-moi. Christian, on voit que ce projet de méthanisation qui est à échéance à 2 ans, on est à un peu moins. Oui, moins, c'est avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, une vraie nécessité, important une fois de plus. On se rend compte vraiment dans cette visite matinale, finalement, de la pertinence, de la dynamique qu'un marché de gros ici, Lyon-Corbas, est en mesure de représenter notre activité de société de tous les jours. Ça ne sert pas qu'à nous alimenter, ça sert aussi finalement à vivre ensemble. C'est ça, un marché de gros. Si vous l'avez noté et compris, c'est qu'on a bien fait notre job alors. Bon, c'est que le travail est bien fait, je crois qu'on a un bon orateur. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie de vous être arrêté dans notre belle ville aussi, notre belle région d'ailleurs, puisque on a parlé de déchets. Bon, et la virtuosité est aussi quelquefois le fruit de contraintes, puisque aujourd'hui on est obligé de traiter nos déchets, parce que jusqu'à il y a 2, 3, 4 ans, on se voulait vertueux, mais on envoyait ça au monde. Loin. Oui. Et aujourd'hui, on est obligé de les garder. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, parce que je voulais avoir 2 conclusions, c'est que la première, la contrainte est bien souvent bonne conseillère, hein, parce que sous la contrainte, on peut faire des choses. Et puis, finir aussi sur le contre-pied du déchet. Pour notre région, toujours est-il, puisqu'on a quand même plus de 25% de nos produits qui sont signes de qualité. On a un nombre d'entreprises engagées dans les HVE fulgurantes. Donc voilà, il y a certes la préoccupation qui vous amène, mais en même temps, on gère l'autre préoccupation qui est d'être dans l'excellence, entre guillemets. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous tous.